Est-ce qu'on voit Voilà. Bonsoir tout le monde. Bienvenue pour cette nouvelle réunion à l'occasion de la 22e journée du sommeil. Donc, on s'est réunis l'année dernière et donc là, on fait cette occasion pour les personnes qui n'ont pas pu participer, d'être présents aujourd'hui. Ça vous fait rapide. Donc voilà, donc on va faire un petit rappel sur le sommeil. Donc il s'agit d'une fonction qui reste encore mystérieuse, mais qui est très importante pour notre santé. Donc on passe une grande partie de notre vie phase de sommeil et qui est très importante pour la mémoire, l'apprentissage, le métabolisme et voilà. Donc l'enjeu reste de taille au niveau de la fréquence des troubles du sommeil qui peuvent survenir et qui touchent une part importante de la population et ces troubles-là ont pas mal augmenté ces dernières décennies. Donc, ça reste un enjeu de la recherche parce que le sommeil influence la santé et les risques d'accident. Donc, en chiffres, chez les Français, ils dorment en moyenne 1h30 de moins qu'il y a 50 ans et 45% des personnes âgées entre 25 et 45 ans considèrent que leur sommeil n'est pas suffisant et il y en a 13% du même âge considèrent que dormir est une perte de temps et donc ils ne connaissent pas l'importance du sommeil pour leur santé. Pour les adolescents, on chiffre un sommeil insuffisant est corrélé à un plus petit volume de matière grise. Donc, ils passent des nuits de moins de 6 heures avec une augmentation de risque de survenue du diabète de type 2 qui est de 28% par rapport à une population où le sommeil est suffisant. Et donc, ça diminue les défenses immunitaires et donc ça augmente le risque de toutes sortes de maladies infectieuses, la plus banale qui est le rhume. Donc, maintenant, au niveau de quand est-ce qu'on peut parler, quand est-ce qu'on parle d'un sommeil correct? Donc, le sommeil est composé de 3 à 5 cycles de 90 minutes en moyenne. Donc, c'est des cycles qui comportent les différents stades, sommeil léger, profond et sommeil paradoxal. Donc, en France, une personne sur 3 peut être concernée par un trouble du sommeil qui peut engendrer, par la suite, des maladies cardiovasculaires, qui est associé à l'obésité, peut se compliquer de maladies comme le diabète et avec un risque accidentel important en cas de manque de sommeil dans la journée. Par rapport justement à ces maladies cardiovasculaires, en fait, il faut savoir que les maladies cardiovasculaires peuvent causer de l'apnée du sommeil. Et l'apnée du sommeil peut aggraver une maladie cardiovasculaire, l'hypertension artérielle, l'insuffisance cardiaque. L'obésité peut provoquer de l'apnée du sommeil, ce qu'on appelle l'apnée du sommeil obstructive, parce que la langue est assez grosse et elle a tendance à chuter en arrière, elle empêche l'air de passer, donc ça donne l'apnée du sommeil. Pour le cancer, on n'est pas sûr, on n'a pas de certitude entre la relation entre le cancer et l'apnée du sommeil, mais des études récentes montrent que certains cancers, pas tous, notamment le cancer du rein, on estime qu'il y a 10% des gens qui font de l'apnée sévère peuvent développer un cancer du rein. Concernant l'accident de la voie publique, c'est quelqu'un qui ne dort pas correctement, donc les gens qui s'endorment au volant. Il faut savoir qu'un accident sur 2 peut être lié à l'apnée du sommeil,
Et on estime que 10% des accidents sévères sont liés au sommeil, les gens qui s'endorment au volant, parce qu'ils n'ont pas eu un sommeil réparateur. Bien. Alors, pour les troubles, il y a des troubles de sommeil qui peuvent être révélés par certains signes, surtout nocturnes. Le signe le plus connu, c'est le renflement. Donc, le renflement peut être associé ou pas à des perturbations du sommeil. Il y a d'autres signes comme la polyurie, c'est des gens qui se lèvent régulièrement pour aller uriner. Et donc, il y a d'autres signes cliniques comme les sueurs, un sommeil qui est un peu agité, beaucoup d'éveil, voilà, donc avec ou sans dysthymie, des troubles d'une humeur qui peuvent être constatés pendant la journée par manque de sommeil et certains troubles sexuels. Il faut savoir que tous les apnées ne donnent pas de renflement. Donc, le renflement, quand la langue elle est trop grosse et qui chute en arrière, donc ça empêche l'air de passer, donc ça engendre un bruit. Il faut savoir qu'il y a plusieurs types de sommeil, notamment le sommeil, l'apnée centrale. C'est un arrêt complet de la respiration, les gens ne renflent pas. Donc, effectivement, les gens qui ne renflent pas, ça ne veut pas dire qu'ils ne font pas de l'apnée. D'ailleurs, l'apnée centrale, c'est plus grave que l'apnée obstructive. La polyurie, c'est très simple. En temps normal, quand on se lève le matin, la première chose qu'on fait, on urine. Parce qu'une heure avant de se réveiller, l'organisme sécrète deux substances, deux hormones, la dopamine et la cortisol. Quand on dort, la fréquence, les pulsations baissent, la température du corps baisse et la tension baisse. Une heure avant le sommeil, le corps il va sécréter le cortisol, donc, qui va augmenter la température du corps. Il va sécréter la dopamine qui va faire monter la tension, les pulsations cardiaques et la production des urines. Quand on fait de l'apnée du sommeil, le taux d'oxygène il a tendance à baisser dans le sang et notamment dans le cerveau. Le cerveau panique, il va vous réveiller. Pour vous réveiller, il va sécréter le cortisol et la dopamine. Donc, production des urines. Au moment où vous vous réveillez pour aller faire pipi, le cerveau s'oxygène. D'accord? Les sueurs, c'est pareil. Donc, c'est la dopamine, c'est la sécrétion de dopamine. Ça donne des pulsations cardiaques qui vont s'accélérer. Donc, et les sueurs. Les éveils multiples, c'est parce que soit on est sensation d'étouffement, soit on n'est pas bien, donc on s'éveille. Les troubles de l'humeur sont liés à un manque d'oxygène. Et quand on ne va pas bien, ben on est dépressif, on est trouble de l'humeur et tout. Et d'ailleurs même des tendances aux états dépressifs. Voilà. Là, les signes diurnes, c'est les signes de la journée. Quand on ne dort pas très, très bien, ben la journée, on est fatigué, on est somnolent, on a tendance à s'endormir, on a des maux de tête, parce qu'on est fatigué, le cerveau était mal oxygéné la nuit, bouche sèche, parce qu'on respire la bouche ouverte, parce que le cerveau, quand il manque d'oxygène, il ne se regarde pas, il pense que c'est le nez qui est bouché. Donc, il ouvre la bouche. Donc, les gens respirent la bouche ouverte. Ça, c'est pour l'apnée obstructive, parce que quand il y a une obstruction du passage de l'air. Mais même dans les apnées centrales, le cerveau, il ouvre la bouche à cause du manque d'oxygène pour que les gens puissent respirer par la bouche. Et en respirant par la bouche devient sèche. La mémoire et de l'attention, c'est lié au manque d'oxygène la nuit. Et le dernier... OK. Bon, excusez-nous, on a un problème de diapro. Et la fatigabilité, c'est pareil, on est fatigué la journée parce qu'on manque d'oxygène. Là, on voit bien les différents symptômes un peu schématisés. Donc, comme on a dit, il y a les sueurs nocturnes, la somnolence surtout qui peut provoquer des problèmes, que ce soit au travail ou risque accidentel. Il y a les maux de tête, parfois c'est un signe révélateur qui accompagne les gens dès leur réveil. La gorge sèche et la soif au réveil, donc c'est un des signes indirects qui peut être remarqué qui ne sont pas liés à d'autres pathologies comme le diabète, un peu spécifique des apnées du sommeil. Les apnées nocturnes peuvent être remarquées par l'entourage pendant leur sommeil. La personne qui dort, bien sûr, ne se rend pas compte, mais
les personnes de l'entourage peuvent le remarquer, surtout voilà, quand ils sont éveillés. Les troubles de libido sont un signe aussi révélateur par moment chez certaines personnes qui ont très peu de signes de l'apnée de sommeil, mais ce trouble-là peut être lié à cause des troubles du sommeil. Et pareil, donc il y a des troubles de la mémoire, de la concentration, de l'attention chez les personnes qui sont en dette de sommeil. Et donc, bien sûr, parce que le sommeil est capital pour améliorer nos capacités intellectuelles dans la journée. Certains sommeils agités peuvent se manifester par une sensation de bouffement quand les apnées sont prolongées ou importantes. Des fois, la respiration est sifflante quand il y a une prédisposition au niveau respiratoire chez certains patients asthmatiques et une sensation de douleur à la poitrine, une oppression un peu rare à signaler liée aux apnées du sommeil. Maintenant, on va vous montrer un modèle, comment on procède pour l'enregistrement. Donc, comme vous voyez sur la photo à gauche, c'est une chambre dédiée pour le sommeil, ici, avec une caméra pour pouvoir enregistrer en temps réel pendant l'enregistrement la personne juste en face qui est allongée sur le lit pendant le sommeil. Donc, on surveille bien tout le déroulement de l'examen, à quel moment il peut s'endormir et s'il y a des mouvements anormaux pendant le sommeil. Donc ça, c'est une maquette qu'on voit ici qui montre un peu comment on pose les capteurs au niveau de la tête pour pouvoir enregistrer les cycles de sommeil ainsi que certains mouvements mentoniers et oculaires qui accompagnent les différents stades de sommeil pour pouvoir corréler chaque événement respiratoire à chaque changement de cycle de sommeil qui peut être soit physiologique, soit pathologique. Alors, on a deux façons de faire le diagnostic, le dépistage de l'apnée du sommeil. Là, vous avez vu ce qu'on appelle une polysomnographie. Les patients, en général, ils passent la nuit ici. On les appareille, on regarde la respiration, bien sûr, les mouvements au niveau du visage. On a des capteurs au niveau des yeux pour voir s'il y a des ouvertures spontanées des yeux ou pas, le mentonnier et l'électroencéphalogramme. On va enregistrer le cerveau pour voir s'il y a des micro-éveils pour suivre les phases du sommeil. Le sommeil, on peut se définit par des cycles. En général, un cycle dure à peu près 90 minutes à 120 minutes. On a le sommeil long léger, le sommeil long profond, le sommeil paradoxal. On l'appelle paradoxal parce que c'est là où le cerveau fonctionne et on est paralysé. C'est la période, c'est le moment où les gens rêvent, font des cauchemars et tout. Et c'est cette phase-là qui est réparatrice. Donc, il y a une autre façon de le faire. On peut le faire ce qu'on appelle une polygraphie. Ça, on peut le faire dans le bureau. Les gens, ils arrivent. On leur pose l'appareil, mais par contre, on a juste la partie ventilatoire, mais on n'a pas la partie cérébrale. Donc, on ne peut pas enregistrer l'électroencéphalogramme. Là, on peut enregistrer que les apnées, les hypopnées, le taux d'oxygène dans le sang, les ronflements, on a un capteur de ronflement. Et on a un capteur de saturation pour mesurer la saturation de l'oxygène. Quand on fait de l'apnée, donc le taux d'oxygène a tendance à baisser dans le sang, et effectivement dans le cerveau aussi. Et on peut faire le diagnostic comme ça. Donc il y a deux façons de le faire. On peut faire une polygraphie simple, soit une polysomnographie. Bien. Donc là, on voit bien un tracé pour donner une idée à peu près de ce que ça donne au niveau de la lecture pendant l'enregistrement. Donc sur le tracé, on voit un mouvement respiratoire, un flux respiratoire qui est détecté par les capteurs. Et donc ça, c'est le flux normal. Par la suite, après, quand on avance un peu, donc il y a une réduction du flux des apnées à un moment donné. Donc cette réduction-là peut être suivie par une désaturation. Une désaturation, c'est une baisse de l'oxygène dans le sang qui est captée par un saturomètre qui est branché en même temps. Donc là, tout est synchrone et donc on peut estimer que cette baisse de saturation est liée à une baisse de la respiration. La baisse de la respiration s'appelle hypopnée dans ce cas-là, parce qu'elle dépasse les 50% au niveau du degré d'amplitude.
Et donc, cette phase-là, elle est quantifiée. Et ainsi de suite. Après, elle est suivie par une apnée. L'apnée aussi, donc on voit bien une désaturation encore plus profonde qui s'ensuit. Donc, c'est deux événements qui peuvent être quantifiés, même s'ils sont très rapprochés. Mais donc, à chaque fois que ces événements se répètent pendant la nuit, on va les quantifier pendant notre lecture du tracé pour pouvoir conclure un nombre conséquent d'apnées et d'hypopnées. Donc, ce nombre-là, on va essayer de donner un index. L'index correspond au nombre d'événements désaturants. Ces événements-là, on estime qu'ils perturbent le sommeil. Comme vous voyez là, sur la phase du sommeil, le capteur au niveau de la tête, donc il y a différentes phases de sommeil et on peut deviner un micro-réveil. Ce micro-réveil, on appelle micro-réveil lié à un événement respiratoire qui a précédé exactement. Et donc, l'apnée et l'hypopnée, comme on vient d'expliquer, peuvent donner un signal parce qu'il y a une baisse d'oxygénation au cerveau, comme on voit ici, et le cerveau donne un signal qui peut être répétitif pendant la nuit, et la personne passe d'un sommeil à micro-réveil, c'est la personne passe d'un sommeil profond à un sommeil léger, d'un sommeil paradoxal à un sommeil léger. Et donc, la répétition de ce passage-là, qui est pathologique, qui n'est pas physiologique, en plein cycle de sommeil, peut perturber le sommeil. Et en fin de compte, on a une durée de sommeil paradoxale et profonde qui est bénéfique pour la santé, qui est nettement raccourcie. Et par conséquence, donc, au final, la période, elle a dormi et elle a passé la plupart du temps en sommeil léger sans qu'elle se rende compte. Et elle est diagnostiquée positive pour le sommeil. Et par conséquent, elle a un mauvais sommeil qui n'est pas réparateur, avec une fatigue importante. Donc, on voit bien les différents stades de sommeil sur ce diagramme-là. Donc, le sommeil paradoxal, les différents stades de sommeil, sommeil lent léger et sommeil lent profond. Et donc, il y a un passage qui peut être normal, physiologique pendant toute la nuit. Il y a un passage qui est pathologique créé par ces événements respiratoires qu'on appelle apnée, hypopnée. La répétition de ces apnées hypopnées, comme je viens de dire, donc, va réduire la durée du sommeil profond pendant toute la nuit. Maintenant, on va avoir une coupe sagittale qui va montrer un principe de traitement qu'on propose pour lutter contre ces apnées-là. Donc, le mécanisme des apnées, c'est une fermeture complète ou partielle à ce niveau-là. Et donc, le traitement qu'on peut proposer, c'est une pression d'air positif où la personne respire en même temps et elle fournit une pression qui va lutter contre cet obstacle-là. Bien. Je ne sais pas si vous voyez bien les planches. Hein. Donc là, pendant, il y a... Voilà, ça c'était un petit exposé pour la pathologie du sommeil, un petit rappel sur les bénéfices du sommeil. Donc, on a parlé du diagnostic. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu la prise en charge. On a deux façons de traiter l'apnée du sommeil. Soit avec une machine, il y a plusieurs types de machines. Donc, cette machine détecte, donc elle est liée au patient soit par un masque, ce qu'on appelle nasal. On peut avoir un masque qui prend le nez et la bouche. On peut avoir un masque qui prend que les narines. Il y a plusieurs types de masques. Quand la personne dort, si elle fait de l'apnée, on a la pression au fond de la gorge qui monte. Elle est détectée par cette machine et la machine délivre de l'air sous pression.
donc pour lutter justement contre cet obstacle. Donc, à chaque fois qu'il y a une augmentation de la pression à cause de l'apnée, la machine envoie de l'air sous pression pour traiter de cette apnée du sommeil. Donc, il y a en général deux types d'apnée. On a l'apnée obstructive. Comme je vous ai dit, c'est l'air qui ne passe pas à cause de la langue qui chute en arrière, qui empêche l'air de passer, ce qu'on appelle l'apnée obstructive. On peut avoir l'apnée centrale, parce que là, c'est un arrêt complet de la respiration. Les gens ne ronflent pas, à la différence de l'apnée obstructive. Pareil, quand ils s'arrêtent de respirer, enfin, je vais parler d'abord des causes de l'apnée centrale. On a deux causes majeures, soit cardiaques, pas dans l'insuffisance cardiaque, les gens qui ont une insuffisance cardiaque sévère, on appelle ce qu'on appelle la respiration de Cheyne-Stokes. Donc, c'est une apnée centrale et on peut avoir les gens qui ont fait des attaques cérébrales, des problèmes au niveau du cerveau qui font de l'apnée centrale. Pareil, c'est le même mécanisme. Ce qui change, c'est le réglage. Pareil, pour l'apnée centrale, le patient s'arrête de respirer, la pression fond de la gorge augmente et la machine le détecte et envoie de l'air sous pression. Il y a une autre façon de traiter l'apnée du sommeil léger chez les gens qui ont en général un IMC moins de 30, je ne sais pas chez les obèses. C'est comme un dentier qu'on utilise sur les dents. Il ne faut pas avoir de prothèse, il faut que ce soit les dents correctes et tout, parce qu'il y a un risque de chevauchement. On le met au-dessus des dents et il y a un réglage avec une vis qui avance la mâchoire. En avançant la mâchoire, on va libérer l'espace au fond de la gorge. Donc, ça s'appelle une orthèse d'avancée mandibulaire. D'accord? Pour les gens, on ne peut pas le faire pour l'apnée centrale. J'ai parlé tout à l'heure de l'apnée centrale. L'apnée centrale, le patient s'arrête de respirer complètement. Donc, ça ne peut pas l'aider. Et par contre, les gens qui ont l'apnée du sommeil obstructif, qui ne sont pas très, très obèses, parce qu'au-delà de 30 IMC à 30, on ne peut pas le proposer, parce que la langue, elle est tellement importante, même si on avance la mâchoire, on aura du mal à libérer de la place. D'accord? C'est ce qu'on appelle une orthèse d'avancée mandibulaire. C'est pris en charge par la Sécu à 100%. Il y a des gens qui sont spécialisés pour la fabrication de ces orthèses d'avancée mandibulaire. Donc, c'est le médecin. Donc, c'est le médecin qui s'occupe de l'apnée qui fait la prescription. Et il y a des orthodontistes qui sont spécialisés dans la fabrication de ces orthèses d'avancée mandibulaire. Et c'est pris en charge par la Sécu. Il faut savoir qu'une bonne orthèse d'avancée mandibulaire, ça coûte dans les 600 €. D'accord? Et puis, on sait que l'apnée s'aggrave avec l'âge. On a un certain réglages et on avance comme ça. À chaque fois, on fait des contrôles. Tous les 6 mois ou tous les ans, on fait un contrôle. Si l'apnée s'aggrave, ben on avance encore la mâchoire. Effectivement, il y a une certaine limite. On ne peut pas avancer indéfiniment la mâchoire. On risque de la luxer. Donc là, il faut repasser à la machine. Voilà. Donc, on est ouvert aux questions. Par contre, pardon, excusez-moi. Là, on va parler on a la procédure pour faire le dépistage par polysomnographie. Les patients arrivent la veille au soir vers 17h, 18h. On fait leur entrée administrative. Ensuite, les patients mangent. Et après, on leur propose à quelle heure ils vont se coucher pour leur coucher habituel. Et du coup, après, on s'adapte au niveau de l'enregistrement. Donc, maximum 10h30 pour qu'il y ait un minimum de 7 à 8 heures d'enregistrement. Et donc, après, on réveille les patients au maximum 7h30 pour qu'après, on puisse sortir les résultats avant 8h. Comme ça, les médecins peuvent diagnostiquer si les résultats sont positifs ou négatifs. Et après, sortie ou non selon les médecins. Du coup, je vais vous faire voir un peu la pause en général. Donc là, on a tout ce qui est neurologie. C'est l'appareil qui va vraiment ici être positionné là, qui va vraiment tout enregistrer. Donc, il y aura des capteurs reliés donc à la tête ici. On a des petits ballonnets là qui va évaluer tout ce qui est mouvement thoracique, mouvement abdominaux.
Après, on a le capteur, donc la saturation ou saturomètre, qu'on pose au niveau du doigt. Les lunettes oxygène. Tout est relié à la machine. Ensuite, donc, ça, c'est les filtres reliés à la tête. On a des capteurs aussi au niveau cardiologie. Donc, il y en a 3 au niveau du 2 là et 1 ici. Le micro pour les ronflements qui se positionnent au niveau du cou. Et après, il y a des capteurs au niveau jambier pour les jambes sans repos. Ouais. Il faut savoir que les gens qui font de l'apnée, ils ont tendance à avoir une diminution de l'oxygène dans le sang et dans le cerveau. Donc, le cerveau, les nerfs sont, c'est un prolongement du cerveau. S'il y a le taux d'oxygène qui baisse, et en général, les nerfs au niveau des jambes souffrent à cause du manque d'oxygène. Donc, ça donne des stimulations et ça crée ce qu'on appelle le syndrome de jambes sans repos. Les gens, quand ils dorment, ils ont des mouvements de jambes qui les empêchent de dormir. Ça, c'est une des causes du syndrome de jambes sans repos, c'est l'apnée du sommeil. Il y a d'autres causes. Il faut savoir que si les gens ne font pas beaucoup d'apnée, on a une d'apnée modérée entre 15 et 20. S'ils ont un syndrome de jambes sans repos, on ne trouve pas d'autres causes, on les appareille quand même, sachant que c'est une apnée modérée. D'accord ? En général, on appareille les apnées sévères, mais quand il y a des signes associés, les gens qui ont tendance à s'étouffer, les gens qui ont un métier à risque, qui risquent de s'endormir au volant pour un routier, un menuisier qui risque de se couper la main, ou quelqu'un qui travaille fait un métier à risque et qui peut avoir un accident lié à l'apnée du sommeil. On n'attend pas qu'il y ait un syndrome d'apnée du sommeil sévère pour les appareils. On peut les appareiller avec des index qui sont moins élevés. Il faut savoir que le syndrome de jambes sans repos, quand on le diagnostique, on ne trouve pas d'autres causes. Il n'y a pas de cause neurologique, il y a une des causes d'apnée du sommeil, c'est le manque de fer, l'anémie par manque de fer. Si on élimine toutes ces étiologies, on les appareille, ça peut améliorer le syndrome de jambes sans repos. Et enfin, du moins, ça évite que ça s'aggrave, mais ça peut l'améliorer aussi. Bien sûr, il y a des médicaments qu'on donne dans ce cas-là en association avec l'appareillage. Maintenant, on est ouvert à répondre à vos questions. Des choses qui ne sont pas claires. Alors, pour le traitement, donc, il y a quelque chose qu'il faut toujours qu'on propose pour tous les porteurs d'apnée de sommeil, c'est la perte du poids. Donc, quel que soit le stade, parce qu'il y a 3 stades pour le syndrome d'apnée de sommeil, il y a le stade léger, il y a le stade modéré et le stade sévère. Pour les 3 stades, on demande la perte du poids, les règles d'hygiène, l'activité physique. Donc, les gens qui sont en surpoids, à chaque fois qu'ils perdent quelques kilos, donc il y a une petite baisse. Pour les obésités sévères et morbides, donc des fois, la perte du poids suffit, quel que soit le degré de sévérité du syndrome d'apnée de sommeil. Parallèlement, donc, pour les stades modérés et sévères, des fois, la perte du poids, bien sûr, soit ça prend beaucoup de temps, soit elle n'est pas suffisante pour tout réduire les niveaux d'apnée. À ce moment-là… Excusez-moi, vous parlez de stade modéré ou sévère de troubles du sommeil ou de l'apnée du sommeil en général? L'apnée du sommeil. Ah, d'accord. Le trouble, ça reste subjectif, ça veut dire la personne, le retentissement qu'elle a. On peut avoir un syndrome d'apnée du sommeil sévère alors que les troubles ne sont pas importants et des fois, c'est l'inverse. La plupart du temps, c'est proportionnel. Par rapport au poids, il faut savoir que la langue, elle contient beaucoup de graisse. Si la personne est obèse, automatiquement, sa langue, elle devient grosse. Donc, comme les cordons qui maintiennent la langue, ils faiblissent avec l'âge. Donc, la langue, elle a tendance à chuter en arrière et elle empêche l'air de passer. C'est pour ça qu'on propose la perte de poids. Il faut savoir, dans l'apnée, j'ai parlé tout à l'heure de l'apnée centrale, on peut avoir quelqu'un qui a une insuffisance cardiaque qui est très, très maigre. On ne va pas lui proposer de perdre de poids, il est maigre parce que l'apnée, elle est centrale. Là, mon collègue, il parle de l'apnée obstructive liée à la surcharge pondérale.
Oui, excusez-moi, je ne sais pas si on est censé pouvoir poser les questions par oral aussi, mais je vais me faire le relais d'autres questions qui est aussi la mienne. Est-ce qu'on peut vous poser des questions sur autre chose que l'apnée du sommeil, notamment les insomnies? Ah oui, oui, bien sûr. Bon, bah alors dans ce cas, j'ai une question. Personnellement, je suis très frileux. Je crois que mes problèmes d'insomnie sont très liés, d'après mon expérience, aux problèmes de température. Bon, je vais faire ma demande pour être pris en charge par le réseau Morphée, mais en attendant, est-ce que vous auriez un conseil à me donner? Parce que j'ai des problèmes de température, de chauffage et de couverture. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des conseils? Ça veut dire qu'il fait un peu froid. Ça veut dire que je peux avoir à la fois chaud, froid ou les deux. Pardon, vous avez un problème de thyroïde? Vous avez Non, un problème thyroïdien? non, non, non. Ok, moi je pense il faut consulter, voir si c'est pas un problème avec la thyroïde. Hein. Il faudra faire un dosage des hormones thyroïdiennes pour avec votre médecin. Parce que les variations de température comme ça peut être lié soit à une hyperthyroïdie, soit à une hypothyroïdie, une atteinte de la thyroïde. D'accord, très bien. Bon, en attendant, je règle mon chauffage et j'essaye. Vous n'avez pas de couverture, pas de conseils dans le court terme. Ouais. Pour aider à avoir un sommeil, c'est une chaleur légèrement. On doit avoir une température légèrement Je supérieure. vous entends. Pour le sommeil, avoir une température. Je vous entends par intermittence. Je vous entends pas là. La température corporelle est légèrement plus élevée pendant la phase du sommeil que pendant la phase d'éveil. Donc, ça, il faut tenir en considération si vous avez des températures, tendance à avoir une légère hypothermie. Donc, peut-être ce n'est pas lié à une pathologie particulière qui peut être traitée. Donc, peut-être il faut, par rapport à l'environnement entourant, pour faciliter votre sommeil. Prenez-vous un traitement pour la tension? Est-ce que vous faites un traitement pour la tension? Non, mais excusez-moi, mais je vous entends très très mal en tout cas. Ça n'arrête pas de couper depuis tout à l'heure. J'ai entendu la moitié de ce que vous avez dit. D'accord, je répète ma question. Est-ce que vous prenez des médicaments pour la tension artérielle? Non. D'accord. Non. Et donc, vous disiez, monsieur, au centre que pendant le sommeil, on est censé avoir une température supérieure à pendant l'éveil? La température corporelle, elle est légèrement supérieure. C'est une différence pas importante. Ça veut dire que si vous avez tendance à avoir une légère hypothermie, c'est normal que ça ne favorise pas le sommeil. Mais attendez, parce que là, j'ai regardé et la visio d'hier et la visio de ce matin de la journée du sommeil, et tout le monde m'a toujours dit que pour s'endormir, il fallait que la température du corps baisse d'1,5 degré, disait votre collègue. C'est normal, elle baisse, la température baisse. Tout à l'heure, j'ai parlé du cortisol et la dopamine. C'est normal quand on s'endort, la température du corps baisse, les pulsations cardiaques baissent et la tension artérielle baisse. Oui. On parle pour faciliter le sommeil, pas la température. On ne parle pas de la température pendant le sommeil. Je parle pour faciliter le sommeil, donc la température environnante ne doit pas être très basse. Après, si vous avez tendance à avoir une hypothermie, ça ne facilite pas trop. Oui, d'accord, bah, ça correspond bien à mon expérience. Je vous remercie. Oui, bonsoir. Moi, j'ai une question concernant les insomnies d'endormissement. Est-ce que la thérapie comportementale et cognitive de l'insomnie peuvent résoudre cette problématique de l'insomnie, en fait? Ça reste le meilleur traitement. Si vraiment, malheureusement, on le propose rarement et les Français sont les champions du monde de somnifères. Oui, l'hypnose, ça marche. Thérapie, thérapie comportementale. Par contre, ça peut marcher, il faut vraiment y penser, mais c'est un peu plus compliqué soit à prescrire ou à suivre, tout simplement par rapport à un somnifère qui prescrit, qui va de manière plus simple. Il faut savoir, on a une hormone naturelle dans le corps qui s'appelle la mélatonine, c'est l'hormone de l'endormissement. Pour favoriser la sécrétion de cette hormone, l'hormone elle se sécrète, elle est cyclique.
pour qu'elle soit sécrétée naturellement, il faut une ambiance à la maison, hein, donc pas de lumière, le minimum de lumière et consommer la lumière la journée. C'est-à-dire que pour maintenir ce cycle, ce qu'on appelle circadien, c'est le cycle du sommeil. Donc la nuit, si vous rentrez chez vous, vous mettez moins de lumière et vous êtes au repos et tout, dans le noir, votre hormone allait sécréter. La mélatonine est sécrétée, vous allez vous endormir. C'est l'hormone d'endormissement. Il y a des gens qui ont un déficit de cette hormone, soit parce qu'ils ne consomment pas assez de lumière la journée et que l'atmosphère à la maison le soir, ils gardent la lumière assez intense et tard la nuit. On peut leur donner cette hormone, la mélatonine, à prendre au moment d'aller se coucher. En général, c'est efficace. Les gens qui la supportent bien, ça marche très bien. En cas de décalage de cycle, exactement. La mélatonine dans le bol. Ou même les gens qui travaillent dans une atmosphère où il n'y a pas assez de lumière, qui n'ont pas l'accès à la lumière la journée, la lumière de la journée, et que le soir, c'est pour ça que moi je conseille aux patients qui ont un problème d'endormissement d'essayer de consommer la lumière au maximum la journée, et quand ils rentrent chez eux, c'est le minimum de lumière. D'accord? Il faut savoir que la télé, les écrans et tout, donc c'est lumière bleue, et cette lumière bleue empêche la sécrétion de la mélatonine. Ces gens-là, on leur conseille d'arrêter la télé et les écrans au moins 1 heure avant d'aller se coucher. Ou bien les gens qui ont des lunettes avec des filtres bleus. La chose la plus fatale dans un foyer, c'est la télé dans la chambre à coucher. Il ne faut pas s'endormir en face de la télé. Parce que la lumière bleue empêche la sécrétion de la mélatonine. D'accord, merci. Et du coup, j'en profite si personne pose de questions. Quelle est la meilleure thérapie du coup pour supprimer les somnifères? Et ma deuxième question, c'est est-ce que vous connaissez un site en ligne qui s'appelle Terrasomnia qui propose la TCC et qu'en pensez-vous? Moi, personnellement, je n'ai pas d'expérience de ce site-là. Moi, je me méfie des sites. Certains sont bien sûr, mais moi, voilà. Ça dépend qui l'a créé, qui l'encadre. C'est très important. C'est des professionnels de la santé donc, et qui ont de l'expérience, ça peut être bénéfique. Donc, quand j'aurai le temps, je jetterai un coup d'œil. Peut-être je vous dirai mon avis. Après, pour les thérapies, il n'y a pas une meilleure thérapie. Donc, chaque patient, c'est un cas à part. Chacun, ses problèmes, ses habitudes et la façon d'aborder son problème. Donc, il y en a qui ont un seul problème. Ça peut être, comme dire, le problème majeur actuellement, c'est tout ce qui est écran, smartphone, tout genre d'excitants. Il y a des habitudes alimentaires, il y a des habitudes du lit, le cadre du sommeil. Il y a plein de choses qui peuvent. Il faut un interrogatoire complet pour essayer d'aborder différents problèmes. Et en fonction de ça, on essaie de régler les soucis. Ça peut être psychologique ou environnemental. Et donc, c'est au cas par cas. Excusez-moi, par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, vous ne faites pas une différence entre l'écran de télé et les autres écrans, parce que ce que disaient vos collègues dans les précédentes visios, c'est qu'il y avait une vraie différence de lumière bleue sur tout ce qui est tablette, smartphone, ordinateur, tandis que télé, c'était vraiment pas du tout autant. Mais vous ne faites pas de différence. Effectivement, maintenant, il y a des ordinateurs, il y a même des portables qui ont le filtre bleu qui est intégré. Oui, mais la télé, vous conseillez vraiment de ne pas s'endormir devant, comme vous avez dit, parce que… moi, franchement, c'est fatal. Hein. La télé dans la chambre, c'est… Non, pas dans la chambre, dans le salon. Oui, oui. La télé, en fait, la télé, il faut l'arrêter on va dire une demi-heure à 1 heure avant d'aller vous coucher. Parce que la lumière bleue de la télé empêche la sécrétion de la mélatonine, ou réduit fortement la sécrétion de la mélatonine. D'accord. Maintenant, pour les autres écrans, effectivement, il y a de plus en plus maintenant de tablettes et des ordinateurs qui ont déjà le filtre bleu intégré.
D'accord. Et ça n'a pas changé avec les nouvelles télé depuis une dizaine d'années. Ça a toujours été le cas, en fait, la lumière bleue dans la télé. Les gens ils posent des questions. Bon. L'avantage, c'est des lunettes avec filtre. Bon. Je vous remercie. Alors, bonjour, j'aurais une question. J'ai eu une hystérectomie en 2017, donc ce qui a déclenché la ménopause derrière. Et depuis, je dors très mal. Les bouffées de chaleur me réveillent plusieurs fois la nuit. Et bien souvent, dès la première bouffée, de toute façon, je n'arrive plus, mon sommeil est cassé, je n'arrive plus à me rendormir. Ce qui fait que ça arrive bien vers 1h, 1h30 du matin et ma nuit est terminée. J'en ai déjà parlé à plusieurs spécialistes qui m'ont dit que ça allait passer. 2017-2022, donc ça commence à faire un petit peu long, je vous avoue. Alors, il est vrai qu'en passant 3-4 nuits difficiles et courtes, la 5e, forcément, va être profonde. Mais le rythme est cassé et c'est vrai que les journées sont parfois au travail un peu compliquées par le manque de sommeil. Est-ce que vous avez un traitement hormonal? Non, je n'ai pas de traitement hormonal. Par contre, j'ai un traitement pour la thyroïde, je suis en hypo. Mais bien avant l'hystérectomie, j'étais en hypo, donc, mais je n'avais pas de souci de sommeil. D'accord. Bon, il faut savoir que ce soit l'hyper ou l'hypothyroïdie peuvent perturber le sommeil. Par contre, bon, si vous êtes substitué, vous avez un traitement qui est efficace, vos hormones thyroïdiennes sont correctes, il n'y a pas de raison. Par contre, moi, je vous conseille d'aller revoir votre gynécologue. Si vous avez encore ces bouffées de chaleur, probablement qu'il vous faut un traitement hormonal. Là, on a parlé de la thérapie comportementale. Donc là, c'est un cas où les gens ils peuvent se réveiller en plein sommeil. Donc vous faites quoi une fois que vous êtes réveillé, vous avez du mal à vous endormir? Quelle est votre attitude? Alors, j'attends toujours un peu en espérant que le sommeil revienne, ce qui bien souvent n'est pas le cas. Donc, au bout d'à peu près d'une demi-heure, je me lève et je me pose dans le salon et j'attends. J'attends en me disant que peut-être que ça va arriver. Parfois, je lis en me disant que ça va me fatiguer les yeux. Je ne regarde pas d'écran. La télé, le téléphone et tout ça, la nuit comme ça, non. C'est au mieux, j'attends, au pire, je lis pour essayer de me fatiguer. Ouais, donc, ça, c'est un bon réflexe, en fait, quand on est réveillé en plein sommeil, il ne faut pas rester dans son lit parce qu'après, que le lit reste dédié uniquement pour s'endormir, pour ne pas avoir les mauvaises habitudes que le lit, on ne s'endort pas dedans, on reste dedans et donc on entre dans un cercle vicieux. À des moments où on ne peut plus s'endormir, il faut quitter le lit et revenir quand on a envie de dormir. Donc ça, c'est un bon réflexe. Par la suite, je crois que la crainte ou la répétition de cette insomnie-là qui vous empêche de dormir. Donc, je ne sais pas si on vous a proposé un traitement médicamenteux dans ce cas-là ou pas. Vous avez essayé quelque chose? On m'a déjà proposé les somnifères, mais je le refuse. D'accord. Moi, je vous conseille. Parce que pour une brève durée, ça peut être utile pour casser cette mauvaise habitude. C'est pour une courte durée, ça veut dire vous n'allez pas prendre très souvent. Je crois que vous êtes entré dans une habitude où il y a ce réveil-là et après vous avez du mal à vous endormir et ainsi de suite. Et par la suite, vous ne dormez que les nuits d'après, vous êtes très fatigué, ce qui n'est pas bon pour la santé. Et qu'il faut trouver une solution parmi d'autres. Le somnifère peut être solution pour une brève durée. Mais il n'y a pas d'accoutumance au somnifère? Ça dépend. Dès le départ, si on part sur le principe sur une brève durée, donc, on arrêtera à un moment donné. Il n'y a pas d'accoutumance. C'est juste pour essayer d'avoir casser cette mauvaise habitude de vous réveiller et vous avez du mal à vous endormir. D'accord. Par contre, il y a deux choses. Donc, il faut voir avec les bouffées de chaleur, il faut savoir si ces bouffées de chaleur sont liées à un problème hormonal lié à votre ménopause, soit sont liées à l'apnée du sommeil. Donc, si votre gynéco il vous dit, OK, ce n'est pas lié à votre ménopause et tout, moi, je vous conseille de faire le test.
Alors, je l'avais fait en 2015 quand j'ai eu un bypass et je n'avais pas d'apnée, mais c'est possible que ça apparaisse après. Ça peut apparaître à n'importe quel moment. Ouais. Donc, il faut que je reprenne rendez-vous pour faire le test de l'apnée. Moi, si votre gynéco il dit, je vous certifie que ce n'est pas la ménopause, moi, je vous conseille de faire le test. D'accord. Ouais. Parce que tellement c'est fréquent, ça peut être surtout le réveil en plein sommeil. Est-ce que vous levez la nuit quand ça vous arrive de vous réveiller pour aller faire pipi? Oui. La bouche sèche le matin? Pas plus que ça, non. Le fait ce qu'on appelle nicturing, si vous levez la nuit pour faire pipi, moi, à votre place, je vous ferai le test. D'accord. Et dans ce cas-là, c'est une polysomnographie. Mm-hmm. Voilà, voir si vous faites des micro-éveils, si vous n'avez pas d'impatience dans les jambes. Pardon, je n'ai pas compris. Est-ce que vous avez des impatiences dans les jambes? Non. Faites le test quand même. Commencez par votre gynéco, vous lui posez la question, est-ce qu'il est sûr que c'est pas la ménopause? Faites un test à la recherche d'un syndrome d'apnée du sommeil. D'accord. Et pour le test, je prends rendez-vous à la polyclinique? Je ne vais pas vous dire aller à l'hôpital le faire, mais venez à la polyclinique, on peut vous le faire. Ouais. D'accord. Merci. On est deux à la polyclinique à le faire. Venez, on vous fera, il n'y a pas de souci. Alors, non. Ce n'est pas pour vous vendre la clinique. Hein. Si vous appelez l'hôpital pour vous prendre un rendez-vous pour la clinique du sommeil, vous l'aurez dans 3 mois. Ça, c'est une chose. Et si vous l'avez dans la semaine ou plus tard, 15 jours. D'accord. Vous vendez bien le truc quand même. C'est la vérité. Est-ce que vous appelez l'hôpital pour prendre rendez-vous pour la clinique du sommeil, syndrome d'apnée du sommeil, et vous ne verrez pas vous-même. Non, il n'y a pas de souci. Merci. Conseiller d'éteindre les écrans lumière bleue et avant coucher. Fournir un livre sur les tablettes avec des lunettes anti-inflammatoires. Est-ce efficace pour la sécrétion naturelle de la mélatonine? Ou faut-il complètement bannir cette? Alors, c'est efficace la lumière, le filtre bleu, mais pas aussi efficace que ça. C'est pas 100%. D'accord? Les lunettes filtre bleu filtrent un petit peu, mais pas à 100%. L'idéal, c'est de toute façon, les écrans, vous les arrêtez 1 heure avant. Si c'est possible, bien sûr. Bien, ne pas les lire dans la chambre à coucher. Ah oui, la lecture et la télé, pas dans la chambre, pas dans le lit. La lecture, oui, on peut le faire si sur écran comme ça, de préférence. Et surtout si elle est associée à trouble du sommeil. Après, c'est des personnes qui ont ces habitudes-là, aucun problème de sommeil. À la limite, c'est pas si mauvais que ça, mais si elle est associée à un trouble du sommeil, il faut éviter. La lecture, il faut faire attention. Je vous explique pourquoi je dis pas la lecture. Parce qu'au fait, quand le cycle du sommeil débute, sommeil léger, long léger, puis sommeil long profond, sommeil paradoxal, on se réveille. Le sommeil, c'est comme des cycles, comme des wagons de train. On se réveille, entre 2 wagons, il y a de l'espace, et le sommeil, c'est comme ça. On se réveille, ça dure en moyenne 10 minutes, et on se rendort de nouveau. En général, quand on lit dans le lit, on commence par fatiguer. Des fois, on perd le fil de la lecture et tout. Donc là, on est déjà rentré dans le sommeil léger. Et si on insiste, on peut continuer à lire parce que le paragraphe est intéressant et tout. Donc, on va pas rentrer dans le sommeil profond. Du coup, on va rater le cycle. Pour s'endormir, il faut attendre le cycle suivant. Parce que le cycle, vous ne pouvez pas dormir dans le cycle. Quand le cycle démarre, si vous n'êtes pas dans votre lit en train d'attendre le sommeil, il faut attendre le cycle suivant. Donc, il faut attendre 90 minutes. Une fois que vous êtes réveillé, il faut attendre forcément 90 minutes, voire 1 heure, 120 minutes pour pouvoir s'endormir. C'est ça le risque de la lecture dans le lit. Vous pouvez lire, mais dès que vous commencez à sentir que
le sommeil arrive, il faut arrêter la lecture et s'endormir. Il ne faut pas lutter, parce que si vous ratez le premier cycle, le sommeil léger, là, bah, il faut attendre le cycle suivant. Pour répondre à la question, non, il ne faut pas une ordonnance de médecin, parce que c'est nous qui indiquons l'examen du sommeil. De préférence, il faut consulter pour voilà, évaluer un peu le trouble. Et bien après, donc, on ne fait pas les tests directement. Donc, consultation médicale avant, à la clinique, puis après, c'est nous qui vont prescrire voilà. Ok, l'examen. Effectivement. Donc, la prise de rendez-vous peut se faire sur Doctolib, mais en appelant. Pas l'ordonnance. Non, pas obligatoire. Parce qu'on fait d'abord un diagnostic. On ne fait pas une personne qui rentre dans le bureau pour suspicion d'apnée du sommeil, on ne fait pas le test chez tout le monde. On examine et on retient l'indication ou pas. Comment se sevrer des somnifères? Merci. Comment se sevrer des somnifères aux épidèmes? Merci. Ah, d'accord. Ça va être compliqué. Il faut commencer par réduire les doses. Ça, c'est sûr. Autre chose qu'on peut faire, c'est prendre la mélatonine en réduisant les doses des hypnotiques. Le zolpidem, c'est un hypnotique. Ce n'est pas un médicament de l'endormissement. Il agit quand vous êtes déjà dans la phase du sommeil. Mais si vous arrivez à vous endormir au début par la mélatonine ou autre médicaments et tout, on peut s'en passer des zolpidem. Mais effectivement, il ne faut pas l'arrêter totalement parce que sinon vous allez passer les nuits blanches. Il faut commencer par réduire. Soit la moitié, on lâche avec, probablement, soit seul, essayer seul. Si ça ne marche pas, si vous avez du mal à vous endormir, vous pouvez vous aider avec la mélatonine. Merci pour votre réponse. Donc, il faut éviter de lire, il vaut mieux faire du coloriage. D'accord. Je suis d'accord. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas lire, mais... On peut faire du coloriage sur les écrans. Ok, d'accord. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas lire, mais il faut faire attention. Au moment où vous commencez à vous endormir, il faut s'arrêter de lire. Parce que si vous ratez le début du sommeil, il faut attendre le cycle suivant. Et un cycle dure entre 90 et 120 minutes. Bon, s'il n'y a plus de questions, ben, on vous remercie de votre écoute. On reste à votre disposition. Si vous avez des questions concernant le sommeil et tout, vous pouvez toujours venir nous voir. Les consultations, c'est des consultations de diagnostic et de conseil. Excusez-moi, j'aurais une dernière question. Excusez-moi, les lunettes anti-lumière bleue et les logiciels comme Flux pour réduire la luminosité des ordinateurs, ça peut permettre de regarder quand même quelque chose sur son ordinateur où il vaut mieux arrêter quand même, et si oui, à combien de temps avant? J'ai déjà répondu à cette question, mais je vais me répéter. Il faut savoir que les lunettes filtre bleu ne filtrent pas la totalité et pas toute la lumière bleue. Ça réduit. Donc, si vous pouvez arrêter les écrans une demi-heure à 1 heure avant, je vous le conseille. Et c'est pareil pour les logiciels comme Flux qui réduisent la luminosité de l'écran de l'ordinateur. Maintenant, il y a des effectivement, oui. Donc, ça réduit, mais ça ne coupe pas complètement. Non, ça ne bloque pas complètement la lumière. Ça ne filtre pas à 100%. D'accord, merci. Merci beaucoup. Vous faites des consultations en visio? Oui. Moi, oui. Docteur Bouillet, oui, fait des consultations en visio tous les jours.
voilà, si vous allez sur Doctolib, il y a des plages de consultation visuelle. Merci à vous. Ok. Bon, merci.